Léa Lefebvre ne s'était jamais attendue à ce qu'un simple voyage en train change sa vie à jamais. C'était un matin de novembre gris à Munich, et l'ICE pour Hambourg devait partir exactement à 8h23. Elle avait réservé sa place habituelle côté fenêtre en première classe, un café à la main et son ordinateur portable déjà ouvert. En tant que chef de projet dans une entreprise pharmaceutique internationale, elle était habituée à utiliser chaque minute de ses voyages d'affaires de manière productive. Mais ce matin-là, quelqu'un s'assit à côté d'elle, qui allait perturber sa routine soigneusement planifiée. Lucas Moreau était un homme qui se faisait remarquer immédiatement, sans être envahissant. Il portait un costume bleu foncé d'une élégance simple. Ses cheveux noirs étaient légèrement tirés en arrière, et lorsqu'il s'assit à côté d'elle avec un sourire d'excuse, Léa remarqua ses yeux marron foncé qui dégageaient un étrange mélange de chaleur et de distance. « Excusez-moi, cette place est-elle libre? Mon siège initial a malheureusement été doublement réservé. » Sa voix était grave et avait un léger accent français qui attira immédiatement l'attention de Léa. Elle se contenta d'un bref hochement de tête et se tourna à nouveau vers son ordinateur portable. Elle avait appris que la politesse lors des voyages d'affaires conduisait souvent à des conversations indésirables, et aujourd'hui, elle n'avait vraiment pas de temps pour les bavardages. Pourtant, Lucas sembla respecter sa réserve. Il sortit un livre, un roman français de Modiano, et commença à lire. La première heure du voyage se passa dans un silence agréable. Léa travaillait sur sa présentation, tapant des chiffres et des plans de projet, tandis que la campagne bavaroise défilait dehors. Ce n'est que lorsque son café se renversa et se déversa sur ses documents que la situation changea. « Merde !» murmura-t-elle frustrée et se leva d'un bond. Lucas réagit immédiatement, lui tendant un paquet entier de mouchoirs et l'aidant à essuyer le liquide avant qu'il n'atteigne son ordinateur portable. « Cela aurait pu être pire », dit-il avec un sourire sincère. « Votre ordinateur est sauvé. » Léa poussa un soupir de soulagement et rit pour la première fois ce matin-là. « Merci, j'aurais probablement paniqué à l'heure qu'il est. » Ce qui détendit l'atmosphère fut la manière dont Lucas géra la situation. Il était serviable sans être envahissant, charmant sans être pressant. Lorsqu'ils se furent rassis et que Léa remarqua que certaines de ses notes étaient devenues illisibles, il proposa de l'aider à les réécrire. « Je suis plutôt doué pour déchiffrer les textes maculés, » plaisanta-t-il. « Déformation professionnelle. » Elle le regarda curieusement. « Et que faites-vous dans la vie ?» Lucas hésita un instant, presque imperceptiblement. « Consultant en management. Je voyage beaucoup entre l'Allemagne et la France. Restructuration, optimisation de l'efficacité, ce genre de choses. » La réponse sonnait convaincante, professionnelle, exactement le type de travail que l'on attendrait de quelqu'un en costume coûteux sur la ligne Munich-Hambourg. Ils continuèrent de parler d'abord superficiellement de voyage et de travail, puis de manière plus personnelle. Lucas raconta qu'il était originaire de Lyon, mais qu'il vivait principalement en Allemagne depuis des années. Il avait ce don rare de poser des questions qui montraient un intérêt sincère sans paraître curieux. Léa parla de son travail, des défis de faire carrière en tant que femme dans l'industrie pharmaceutique, de son déménagement récemment terminé de Paris à Munich. Elle mentionna également son père, décédé 1 an auparavant et dont la mort avait laissé un vide dans sa vie qu'elle n'avait pas encore tout à fait comblé. Lucas écouta avec une intensité rare. Il n'interrompit pas, ne pressa pas pour obtenir des détails, hocha simplement la tête avec compréhension. « Je suis désolé pour votre perte, » dit-il doucement. « On dit toujours que le temps guérit toutes les blessures, mais certaines blessures deviennent seulement plus supportables, jamais vraiment guéries. » C'était exactement ce que Léa avait besoin d'entendre. Pas les platitudes habituelles, mais des mots honnêtes de quelqu'un qui semblait comprendre. Lorsque le train arriva à Hambourg, elle eut l'impression que seules quelques minutes s'étaient écoulées, et non près de 5 heures. « Puis-je vous inviter à déjeuner ?» demanda Lucas, alors qu'ils rangeaient leurs affaires. « En guise de compensation pour le café renversé. »
Léa hésita. Elle avait en fait un emploi du temps serré, une réunion à 15 heures, des documents à préparer. Mais quelque chose chez cet homme, dans son calme, dans la façon dont il la regardait, la fit accepter. Ils se rendirent dans un petit bistrot français près de la gare centrale. Lucas connaissait apparemment bien l'endroit. Le propriétaire le salua par son nom. Ils s'assirent près de la fenêtre, commandèrent une quiche et du vin rouge, et la conversation reprit aussi naturellement que dans le train. Lucas parla de son travail, de la façon dont il aidait les entreprises à se restructurer, de la satisfaction de résoudre des problèmes, de mettre de l'ordre dans le chaos. Il parla de son amour pour la France, mais aussi de combien il avait appris à apprécier l'efficacité et la franchise allemande. Léa se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Lorsque le repas fut terminé et que Léa regarda sa montre, elle fut surprise. Il était déjà plus de 14 heures. « Je dois vraiment partir », dit-elle avec regret. « Ma réunion commence bientôt. » Lucas hocha la tête avec compréhension et l'accompagna jusqu'à la porte. Avant de se séparer, il hésita un instant. « Je sais que cela peut paraître trop direct, mais j'aimerais beaucoup vous revoir. Peut-être la semaine prochaine à Munich, j'y serai de toute façon pour un projet. » Léa sentit son cœur battre plus vite. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi attirée par quelqu'un. Ils échangèrent leur numéro de téléphone, et lorsqu'ils se dirent au revoir, Lucas l'embrassa doucement sur les 2 joues, comme il était d'usage en France. Les jours suivants s'envolèrent. Lucas lui envoyait un message tous les soirs, jamais trop peu. Ces messages étaient réfléchis, parfois avec un poème français, parfois avec une recommandation de restaurant ou de livre. Il lui demandait comment s'était passée sa journée, partageait de petites choses de sa propre vie. Lorsqu'ils se retrouvèrent à Munich, 1 semaine plus tard, ils eurent l'impression de se connaître depuis toujours. Lucas avait fait des réservations dans un restaurant chic, lui apporta des fleurs et l'écouta pendant des heures, pendant qu'elle racontait ses problèmes de travail. Il était attentionné d'une manière que Léa avait rarement vue chez les hommes. Après le 3e rendez-vous, Lucas lui confessa quelque chose qui la toucha profondément. « Je dois être honnête, Léa. Après ma dernière relation, j'avais juré de ne plus tomber amoureux pendant un certain temps. Mais il y a quelque chose chez toi que je ne peux pas ignorer. Tu es intelligente, forte, et en même temps, il y a cette vulnérabilité en toi que je veux protéger. » Léa sentit des larmes monter dans ses yeux. Depuis la mort de son père, personne ne s'était soucié d'elle comme ça, personne ne l'avait vue comme ça. Ils s'embrassèrent pour la première fois ce soir-là, devant son appartement à Schwabing, sous la faible lumière d'un réverbère. La relation se développa rapidement, mais cela ne sembla jamais précipité. Lucas s'intégra parfaitement dans la vie de Léa. Il rencontra ses amis. Elle aimait à quel point il était respectueux envers tout le monde. Il n'était jamais le centre d'attention, mais toujours présent, attentif, prévenant. Ce que Léa appréciait particulièrement, c'était son indépendance. Il avait sa propre vie, ses propres projets. Parfois, il était en voyage d'affaires pendant des jours, à Francfort, Berlin, parfois même à l'étranger. Mais il donnait toujours de ses nouvelles, envoyait des photos d'hôtels, de réunions, de villes. Au bout de 3 mois, Lucas proposa qu'ils emménagent ensemble. « Je sais que c'est rapide, » dit-il, « mais pourquoi perdre du temps? Nous sommes tous les 2 adultes, nous savons ce que nous voulons. » Léa hésita au début. Elle avait son appartement, sa routine, son indépendance. Mais Lucas la convainquit avec sa logique. « De toute façon, nous passons la plupart de notre temps ensemble. Et imagine à quel point ce serait agréable de se réveiller ensemble tous les matins. » Ils trouvèrent un appartement spacieux à Bogenhausen, un quartier calme et chic. Lucas insista pour payer la majeure partie du loyer. « Tu investis tellement dans ta carrière, » dit-il. « Laisse-moi au moins investir dans notre foyer commun. » La vie à 2 fut d'abord comme un rêve. Lucas cuisinait des plats français les week-ends. Il regardait de vieux films, discutait de littérature et de politique. Il lui massait le dos après de longues journées de travail, lui apportait le petit déjeuner au lit. Pourtant,
Il y avait de petites choses que Léa remarquait sans leur accorder d'importance au début. Le téléphone de Lucas était toujours verrouillé avec un code qu'il ne partageait jamais avec elle. S'il sonnait et qu'elle était à proximité, il allait souvent dans une autre pièce. Ses voyages d'affaires devinrent plus fréquents et parfois plus longs que prévu initialement. Une fois, lorsque Léa lui demanda en plaisantant s'il avait une maîtresse, Lucas rit, mais son rire n'atteignit pas ses yeux. « Tu es tout ce dont j'ai besoin », dit-il en la serrant dans ses bras. Mais la question resta sans réponse. C'était un vendredi soir de mars, 6 mois après leur première rencontre dans le train, lorsque le monde parfait de Léa allait connaître sa première secousse. Lucas avait dit qu'il devait aller à Francfort pour le week-end. Un projet urgent pour un client important. Léa avait hoché la tête, habituée à ces voyages fréquents. Mais le samedi matin, en faisant défiler Instagram, elle vit une photo d'une connaissance de son entreprise. La femme était à une conférence à Francfort, un grand salon pharmaceutique. Léa reconnut en arrière-plan l'hôtel où Lucas était censé séjourner. Sur un coup de tête, elle appela l'hôtel. « Bonjour, pourrais-je parler à monsieur Lucas Moreau ? Chambre 214, si je me souviens bien. » La réceptionniste vérifia ses registres. « Je suis désolé, mais nous n'avons pas de client enregistré sous ce nom. Êtes-vous sûr que c'est notre hôtel ?» Léa raccrocha brusquement. Son cœur battait la chamade. Il y avait sûrement une explication logique. Peut-être que Lucas avait réservé sous un autre nom. Peut-être que c'était une réservation d'entreprise. Peut-être qu'elle s'était trompée d'hôtel. Mais le doute s'était installé, petit et aigu comme une écharde sous la peau. Et Léa Lefebvre, qui avait appris à faire confiance à son instinct, allait bientôt découvrir que parfois, les plus gros mensonges se présentent dans les plus beaux emballages. Le doute rongeait les pensées de Léa comme l'acide ronge le métal. Elle était assise dans son appartement vide, fixant son téléphone, essayant de trouver des explications logiques. Peut-être que l'hôtel avait fait une erreur. Peut-être que Lucas avait vraiment réservé sous un nom d'entreprise. Il devait y avoir une explication raisonnable. Mais plus elle y pensait, plus elle remarquait d'autres petites incohérences. La façon dont Lucas payait toujours en espèces lorsqu'ils sortaient ensemble. Comment il n'utilisait jamais de carte de crédit, seulement de l'argent liquide. Son explication avait été qu'il pouvait ainsi mieux contrôler ses dépenses. À l'époque, cela avait semblé sensé, presque admirable, à une époque où tout le monde brandissait négligemment des cartes en plastique. Ensuite, il y avait les voyages d'affaires. Lucas ne racontait jamais vraiment de détails. Pas de nom de client, pas de projet spécifique. Lorsqu'elle demandait, il esquivait habilement ou changeait de sujet. « Tu t'ennuierais », disait-il souvent. « C'est toujours la même chose, des chiffres, des réunions, des présentations ennuyeuses. » Léa se leva et se rendit dans leur chambre commune. Lucas avait un petit bureau dans le coin qu'il appelait son bureau. Elle n'y avait jamais fouillé, respectant sa vie privée comme il respectait la sienne. Mais maintenant, elle ouvrit les tiroirs avec des mains tremblantes. Le premier tiroir ne contenait que des choses ordinaires, des stylos, des bloc-notes, des trombones. Dans le second, elle trouva des reçus de restaurants, d'hôtels, de stations-service. Elle les parcourut systématiquement, essayant de déceler un schéma. La plupart provenaient de Munich, quelques-uns d'autres villes allemandes. Rien d'inhabituel. Puis elle trouva quelque chose qui la fit hésiter. Un reçu d'un hôtel à Nuremberg, daté d'un mardi 3 semaines auparavant. Lucas lui avait dit ce jour-là qu'il était à Berlin. Elle s'en souvenait exactement parce qu'elle lui avait téléphoné ce soir-là et qu'il s'était plaint du mauvais temps dans la capitale. Son pouls s'accéléra. Elle photographia le reçu avec son téléphone et continua de chercher. Dans le tiroir du bas, sous une boîte de vieilles cartes de visite, elle trouva un deuxième passeport. Non pas un Allemand, mais un Français. Elle l'ouvrit. La photo montrait clairement Lucas, mais le nom était différent, Hugo Lefebvre. Léa retint son souffle. Lefebvre était son propre nom de famille. Était-ce une coïncidence ? Il fallait que ça le soit. Lefebvre était un nom français courant.
Mais pourquoi Lucas avait-il un passeport sous un autre nom? Et pourquoi ne lui en avait-il jamais parlé? Elle photographia également le passeport et remit tout en place avec soin, exactement comme elle l'avait trouvé. Ses mains tremblaient maintenant de manière incontrôlable. Elle devait rester rationnelle, ne pas paniquer. Il y avait sûrement une explication. Peut-être que Lucas travaillait pour une entreprise de sécurité et avait besoin de différentes identités. Peut-être que c'était un vieux passeport qu'il gardait pour des raisons sentimentales. Mais les explications semblaient faibles et désespérées, même dans son propre esprit. Ce soir-là, Lucas appela, comme toujours. Sa voix sonnait chaude et familière. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie? Tu me manques. » Léa se força à la normalité. « Bien, juste beaucoup de travail. Comment ça se passe à Francfort? »« Fatigant, soupira-t-il. Ce client est vraiment exigeant. Mais je devrais être de retour demain soir. Préparons quelque chose de bon, détendons-nous ensemble. »« Oui, ce serait agréable, » répondit-elle machinalement. Lorsqu'ils raccrochèrent, elle se sentit vide et confuse. L'homme qu'elle aimait, celui qui lui donnait de la sécurité, se transformait soudainement en un étranger. Le lendemain, dimanche, Léa ne pouvait pas rester assise. Elle décida d'appeler son amie Camille Roux, avec qui elle était amie depuis leurs études à Paris. Camille travaillait maintenant comme avocate à Munich et était la personne la plus sensée que Léa connaissait. Elles se rencontrèrent dans un café à Maxvorstadt. Léa raconta tout, l'hôtel, les reçus, le faux passeport. Camille écouta en silence, ses yeux verts devenant de plus en plus inquiets. « Léa, ça ne sent pas bon, » dit finalement Camille. « Je ne veux pas t'effrayer, mais un homme avec 2 identités est soit dans de très gros problèmes, soit il en cause. »« Que dois-je faire ?» demanda Léa impuissante. « L'affronter ?»« Pas encore, » répondit Camille fermement. « D'abord, tu as besoin de plus d'informations. Si tu l'affrontes maintenant et qu'il a quelque chose à cacher, il deviendra plus prudent. Laisse-moi faire quelques recherches discrètes. J'ai des contacts qui peuvent t'aider. » Léa hocha la tête avec gratitude. Elle se sentait moins seule avec sa peur. Lorsque Lucas rentra à la maison le dimanche soir, Léa joua son rôle à la perfection. Elle l'embrassa, lui demanda comment s'était passé son week-end. Il parla du projet épuisant, de négociations difficiles, de son désir de simplement se détendre. Ils préparèrent des pâtes ensemble, burent du vin rouge, regardèrent un film. Mais pendant que Lucas était assis à côté d'elle sur le canapé, sa main dans la sienne, Léa sentait un mur invisible entre eux. Elle l'observait du coin de l'œil, essayant de repérer des signes de tromperie. Mais il était comme toujours, charmant, attentif, aimant. Le lundi matin, Lucas partit tôt au travail, comme d'habitude. Léa attendit 10 minutes, puis appela l'entreprise pour laquelle Lucas prétendait être consultant. Elle avait trouvé le numéro sur une de ses cartes de visite. « Bonjour, pourrais-je parler à monsieur Lucas Moreau? C'est au sujet d'un projet en cours. » La femme à l'autre bout du fil semblait confuse. « Moreau? Nous n'avons personne de ce nom ici. Êtes-vous sûr d'avoir appelé la bonne entreprise ?» Le cœur de Léa se serra. « Excusez-moi, j'ai dû me tromper de numéro, » murmura-t-elle et raccrocha. Elle fixa la carte de visite dans sa main. L'entreprise existait, mais Lucas n'y travaillait pas. La carte de visite était-elle fausse? Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Le mardi après-midi, Camille appela. Sa voix était tendue. « Léa, il faut qu'on parle, en personne. Peux-tu venir à mon bureau ?» 1 heure plus tard, Léa était assise dans le cabinet d'avocat de Camille, un bureau moderne avec vue sur le jardin anglais. Camille ferma la porte derrière elle et s'assit en face d'elle. « J'ai demandé à une connaissance de la police de rechercher discrètement Lucas Moreau, » commença-t-elle. « Il n'y a aucune inscription officielle de ce nom en Allemagne. Pas de résidence, pas de numéro fiscal, rien. C'est comme si cette personne n'existait pas. » Léa sentit un frisson. « Mais c'est impossible. Nous avons un appartement commun, un contrat de location. »« Au nom de qui ?» demanda Camille. « Au mien, » murmura Léa.
Lucas a dit que ce serait plus simple, parce que j'étais déjà enregistré à Munich. Camille hocha lentement la tête. Léa, je dois te dire autre chose. L'autre nom sur le passeport, Hugo Lefebvre. J'ai aussi fait chercher ce nom. Ce nom existe, mais la personne est décédée il y a 2 ans à Marseille. Un accident de voiture. Les mots frappèrent Léa comme des coups. Vol d'identité, murmura-t-elle. Il utilise le nom d'un mort. C'est ce qu'il semble, confirma Camille sérieusement. Et cela signifie que, quel que soit cet homme, il a des raisons de cacher sa véritable identité, des raisons très sérieuses. Léa sentit le monde autour d'elle commencer à vaciller. L'homme qu'elle aimait, avec qui elle vivait, était un fantôme. Tout ce qu'elle croyait savoir de lui était un mensonge soigneusement construit. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Camille lui prit la main. « D'abord, tu restes calme. Tu ne dois pas lui montrer que tu sais quelque chose. Deuxièmement, nous continuons à chercher. Et troisièmement, tu dois être très, très prudente. Les gens qui font autant d'efforts pour dissimuler leur identité sont soit en fuite, soit ils préparent quelque chose. Les deux sont dangereux. Les jours suivants furent un supplice pour Léa, un mélange de normalité feinte et de panique intérieure. Chaque matin, elle se réveillait à côté d'un homme qu'elle ne connaissait plus. Chaque soir, elle dînait avec un étranger qui portait son visage, mais qui devait être un masque. Lucas ne remarqua rien. Il était comme toujours, affectueux, attentionné, parfait. Camille lui avait conseillé de tenir un journal, de tout documenter, quand Lucas quittait la maison, quand il revenait, ce qu'il disait, où il était censé aller. Léa cacha un petit carnet dans son sac à main et écrivait en secret pendant que Lucas prenait sa douche ou téléphonait. Le mercredi soir, Lucas rentra à la maison et semblait plus tendu que d'habitude. Sa mâchoire était serrée, ses mouvements moins fluides. Léa remarqua une petite égratignure sur son cou, fraîche et rouge. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-elle aussi nonchalamment que possible, désignant la blessure. La main de Lucas se porta réflexivement à son cou. « Oh, ça, je me suis accroché à une étagère ce matin, maladresse de ma part. » L'explication vint trop vite, trop fluide. Léa se contenta de hocher la tête et de sourire, mais son cœur s'emballa. Une étagère ne laissait pas de telles égratignures. Cela ressemblait plus à un ongle, comme si quelqu'un s'était débattu. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Pendant que Lucas respirait profondément et régulièrement à côté d'elle, elle fixait le plafond, se posant des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Qui était vraiment cet homme? Que faisait-il lors de ces voyages mystérieux? Et pourquoi avait-il besoin de fausses identités? Le jeudi matin, Lucas dit qu'il devait se rendre à Cologne pour 3 jours. Un client important, une restructuration compliquée. Il fit sa petite valise noire, celle qu'il utilisait toujours pour les voyages d'affaires, embrassa Léa pour lui dire au revoir et promit d'appeler tous les soirs. Dès que la porte de l'appartement se ferma derrière lui, Léa attendit 10 minutes, puis appela son entreprise et se déclara malade pour 2 jours. Elle devait découvrir la vérité, et pour cela, elle avait besoin de temps. Elle commença systématiquement. D'abord, elle fouilla à nouveau le bureau de Lucas, cette fois plus minutieusement. Dans un compartiment caché sous un faux tiroir, elle trouva une clé USB. Son pouls s'accéléra lorsqu'elle la connecta à son ordinateur portable. La clé était protégée par un mot de passe. Léa essaya diverses combinaisons, la date de naissance de Lucas, son nom, l'adresse de leur appartement. Rien ne fonctionna. Frustrée, elle photographia la clé et envoya la photo à Camille avec le message « Peux-tu trouver quelqu'un qui puisse l'ouvrir ?» Puis elle se tourna vers l'armoire. Les costumes de Lucas pendaient soigneusement les uns à côté des autres, ses chemises parfaitement repassées. Elle fouilla les poches, mais ne trouva que de petites choses, des reçus, du chewing-gum, un mouchoir froissé. Mais alors, tout au fond du placard, caché derrière une rangée de chaussures, elle trouva un petit sac de voyage noir qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle le tira et ouvrit la fermeture éclair avec des mains tremblantes. Ce qu'elle trouva lui glaça le sang.
Soigneusement emballé dans le sac se trouvait un autre passeport, cette fois au nom de Nathan Dubois, avec la photo de Lucas, mais une date de naissance différente. À côté, plusieurs téléphones portables prépayés, encore dans leurs emballages. Une quantité considérable d'argent liquide, regroupé en différentes devises, euros, francs suisses, livres sterling, et quelque chose que Léa ne put identifier au début, un petit objet lourd dans une pochette en tissu. Elle ouvrit la pochette avec précaution. Un couteau. Pas un couteau de cuisine ordinaire, mais un couteau tactique professionnel avec une lame noire, aiguisée et impeccable. À côté se trouvait une boîte de gants en latex. Léa laissa tomber le sac et recula comme si elle s'était brûlée. Son souffle devint court, haletant de panique. Qu'est-ce que c'était que tout ça? Pourquoi Lucas avait-il de telles choses? Les explications innocentes qu'elle s'était construites ces derniers jours s'effondrèrent en poussière. Elle photographia tout avec des mains tremblantes, puis remit le sac soigneusement à sa place. Elle devait appeler Camille, immédiatement. Son ami répondit après la deuxième sonnerie. « Léa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air essoufflée. »« J'ai trouvé des choses, » murmura Léa, bien qu'elle soit seule dans l'appartement. « Camille, je crois que je suis en grave danger. » Elles se rencontrèrent 1 heure plus tard dans l'appartement de Camille, pas au bureau. Trop officiel, trop risqué. Camille ouvrit la porte. Son visage était sérieux. Léa lui montra les photos sur son téléphone, l'une après l'autre. Camille devint plus pâle à chaque image. Lorsqu'elle vit la photo du couteau, elle ferma brièvement les yeux. « Léa, nous devons aller à la police. Tout de suite. »« Mais que allons-nous leur dire ?» demanda Léa désespérément. « Que mon petit ami a plusieurs passeports, qu'il a de l'argent liquide, ce n'est pas illégal. Et si je me trompe? Et s'il y a une explication ?» Camille secoua la tête. « Léa, écoute-moi. Un homme avec plusieurs fausses identités, qui cache de l'équipement professionnel, qui n'est pas enregistré, qui ment sur tout, ce n'est pas un malentendu, c'est quelqu'un qui cache quelque chose de très grave. » Juste à ce moment-là, le téléphone de Léa sonna. Lucas. Elle fixa l'écran, son cœur tambourinant. « Réponds, » murmura Camille. « Agis normalement. » Léa décrocha d'une main tremblante. « Allô? Ma chérie, comment vas-tu » La voix de Lucas était chaleureuse et insouciante. « Je viens d'arriver à Cologne. L'hôtel est horrible, mais la vue est assez agréable. Je vais bien, » mentit Léa. « Juste un peu fatiguée. J'ai fini le travail plus tôt aujourd'hui. »« Bien, tu devrais te reposer. Tu me manques. Je rappellerai demain soir, d'accord ? » ?»« D'accord, prends soin de toi. » Lorsqu'elle raccrocha, elle remarqua que ses mains étaient moites. Camille la regarda intensément. « Léa, j'ai parlé à mon contact à la police cet après-midi. Il a fait des recherches discrètes dans quelques bases de données. Le nom Hugo Lefebvre, dont tu as trouvé le passeport, est lié à une affaire non résolue à Marseille. »« Quel genre d'affaire ?» demanda Léa d'une voix sourde. « Un meurtre, » répondit Camille doucement. « Il y a 3 ans, un homme d'affaires a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Cela ressemblait à un vol, mais il ne manquait rien à part son ordinateur portable. La police a soupçonné un contrat professionnel. L'affaire n'a jamais été résolue, et 2 semaines plus tard, le vrai Hugo Lefebvre est mort dans cet accident de voiture. » Léa se sentit étourdie. « Tu penses que Lucas a quelque chose à voir avec ça ?» Camille hésita. « Je pense que nous devons envisager toutes les possibilités. Et la possibilité la plus probable, Léa, n'est pas bonne. » Les mots pesaient lourdement entre elles. Un tueur à gages. C'était ce que Camille insinuait sans le dire. L'homme que Léa aimait, qui lui faisait son petit déjeuner et récitait des poèmes français, pourrait tuer des gens pour de l'argent. « Je ne peux pas rentrer à la maison, » murmura Léa. « Je ne peux pas dormir à côté de lui comme si de rien n'était. »« Tu restes ici ce soir, » dit Camille fermement. « Demain, nous irons ensemble à la police, avec tout ce que tu as trouvé, et ensuite nous verrons. » Mais même dans la sécurité de l'appartement de Camille,
Léa ne put dormir. Elle était allongée sur le lit d'amis, fixant l'obscurité. Comment avait-elle pu se laisser tromper à ce point? Quels signes avait-elle manqué? Et la question la plus terrifiante de toutes, que ferait Lucas s'il découvrait qu'elle savait la vérité? Le lendemain matin, Léa et Camille étaient assises au quartier général de la police de Munich, dans une petite salle d'interrogatoire stérile. En face d'elle se tenait le commissaire principal Thomas Maillard, un homme d'une quarantaine d'années, avec des tempes grises et des yeux fatigués mais vigilants. À côté de lui se tenait sa jeune collègue, la détective Sarah André, qui prenait des notes avec diligence. Léa leur avait tout raconté, la rencontre dans le train, la relation rapide, les mensonges, les faux passeports, le couteau, l'argent liquide. Elle leur montra les photos sur son téléphone. Maillard regarda chaque image longuement et en silence. « Madame Lefebvre, dit-il finalement d'une voix calme et professionnelle, je comprends que tout cela soit très troublant pour vous, mais nous devons procéder avec prudence. Le fait que votre partenaire utilise de fausses identités est certainement suspect et potentiellement illégal. Cependant, nous n'avons actuellement aucune preuve directe d'un crime précis. » « Mais le meurtre à Marseille, intervint Camille. Le nom Hugo Lefebvre apparaît dans cette affaire. Maillard hocha la tête. Oui, ma collègue ici m'a déjà informé, mais le lien est ténu. Le vrai Hugo Lefebvre a été tué dans un accident de voiture peu de temps après le meurtre. Cela pourrait être une coïncidence. Que quelqu'un utilise son passeport plus tard ne fait pas automatiquement de lui un meurtrier. « Et le couteau? Les gants en latex ?» demanda Léa d'une voix brisée. « Cela n'est pas non plus illégal, » répondit Maillard, mais son ton devint plus doux, plus compatissant. « Je ne dis pas que vos inquiétudes sont infondées, Madame Lefebvre. Bien au contraire. Ce que je dis, c'est que nous devons être stratégiques. Si cet homme est effectivement dangereux, et beaucoup d'indices le suggèrent, alors nous devons être très prudents. » Sarah André leva les yeux de ses notes. Nous allons enquêter discrètement. D'abord, nous vérifierons les identités sur les passeports, à la recherche de liens avec d'autres affaires. En parallèle, nous essaierons de découvrir qui est réellement votre partenaire. Mais, et c'est important, vous ne devez rien lui mentionner. Léa hocha la tête, bien que l'idée de rentrer chez elle et de continuer à jouer le rôle de la petite amie insouciante lui donna la nausée. Maillard se pencha en avant. Une question de plus, Madame Lefebvre. Votre partenaire a-t-il déjà parlé de son passé? Famille, enfance, relations antérieures? Léa réfléchit. Presque jamais. Il a dit que ses parents étaient morts jeunes, pas de frères et sœurs. Il parlait parfois de Lyon, où il était censé avoir grandi, mais toujours superficiellement. Si je posais des questions, il changeait de sujet. Cela correspond au profil, murmura Maillard plus pour lui-même que pour elle. Il regarda Léa sérieusement. « Je veux que vous rentriez chez vous aujourd'hui et que vous continuiez aussi normalement que possible. Quand votre partenaire revient-il » ? « Après-demain soir, » répondit Léa. « Il est censé être à Cologne. »« Nous allons vérifier si c'est vrai, » dit Sarah André. « En attendant, si quelque chose d'inhabituel se produit, s'il revient plus tôt ou se comporte étrangement, appelez immédiatement ce numéro. » Elle tendit à Léa une carte avec un numéro de téléphone portable. Accessible jour et nuit. Léa quitta le quartier général de la police avec un sentiment de soulagement mêlé d'une peur croissante. La police la prenait au sérieux, ce qui était une bonne chose. Mais elle devait rentrer chez elle, dans l'appartement qu'elle partageait avec un tueur potentiel. Camille l'accompagna. « Tu n'as pas à être seule, dit-elle. Je peux rester avec toi jusqu'à ce qu'il revienne. » Léa secoua la tête. Cela soulèverait des soupçons. Lucas sait que je n'ai jamais de visite qui reste la nuit quand il est absent. Elle se força à sourire. Je peux gérer ça. La police enquête maintenant. Bientôt, tout cela sera terminé. Mais les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Ce soir-là, Lucas appela comme promis. Léa était assise sur le canapé, le téléphone à la main, se forçant à la normalité.
Comment s'est passée ta journée? Demanda-t-il. Calme, j'ai beaucoup travaillé. Et la tienne? Fatigante. Ce client est vraiment difficile, mais je pense que nous faisons des progrès. Lucas marqua une pause. Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Tout va bien? Oui, juste un mal de tête. Je vais me coucher tôt. Bonne idée. Repose-toi bien. Je t'aime. Les mots la frappèrent comme un coup. Je t'aime aussi, murmura-t-elle automatiquement, mais lorsqu'elle raccrocha, les mots lui semblèrent être du poison sur la langue. L'aimait-elle encore? Pouvait-on aimer quelqu'un que l'on ne connaissait pas? Cette nuit-là, Léa rêva de Lucas, mais dans son rêve, il portait un masque, et lorsqu'elle essaya de le lui enlever, il n'y avait que du vide derrière. Elle se réveilla trempée de sueur, le cœur battant la chamade. Le lendemain, la détective André appela. « Madame Lefebvre, nous avons quelques résultats. Pouvez-vous venir au quartier général cet après-midi » 2 heures plus tard, Léa était de retour dans la salle d'interrogatoire stérile. Maillard et André étaient assis en face d'elle, un dossier de documents entre eux. « Nous avons découvert que votre partenaire n'était pas à Cologne la nuit dernière, » commença Maillard. « Nous avons vérifié les hôtels. Aucun n'a de réservation sous l'un des noms que vous nous avez donnés. » Léa sentit son estomac se nouer. Où était-il alors? Nous ne savons pas encore. Mais nous avons trouvé autre chose. Maillard ouvrit le dossier et lui poussa plusieurs photos. Reconnaissez-vous ces personnes? Léa regarda les photos. C'étaient des photos d'identité, divers hommes, tous du même âge que Lucas. Elle secoua la tête. Non, je n'en connais aucun. Tous ces hommes sont morts dans des circonstances mystérieuses au cours des 5 dernières années, dit André doucement. Il y a 3 en France, 2 en Allemagne, 1 en Suisse. Tous étaient des hommes d'affaires fortunés. Tous les décès ont été classés comme accidents ou causes naturelles, mais il y avait toujours des incohérences. Léa fixa les photos, sa respiration superficielle. Quel est le rapport avec Lucas? Maillard sortit une autre photo, une photo floue.